Propagande, certains politiciens distribuaient des t-shirts, donner de l'argent pour se faire élire. Ça, c'est une erreur. Il faudrait que la population rentre dans cette conscience en comprenant que nous ne pouvons pas placer quelqu'un pour nous représenter avec ce mode de fonctionnement. Parce que cette personne achète vos voix. Cette personne n'est pas placée avec une mission, mais elle se place avec son pouvoir financier, elle se place avec ses capacités. Il y a plusieurs moyens de pouvoir atteindre le résultat, mais ce moyen passe par un canal, un seul, que l'on appelle Farafara candidat. Mesdames et messieurs, vous êtes candidat député provincial, député national, vous êtes candidat municipal. Voici votre émission Farafara candidat. Une émission qui donne l'opportunité à tout candidat que vous êtes de pouvoir exposer votre projet de société devant la population de votre circonscription. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Nous vous donnons une opportunité de pouvoir parler en face pour convaincre la population de votre circonscription, non seulement dans ce que vous allez dire et dans la preuve de vos actions. Mesdames et messieurs, vous êtes candidats. Je suis votre humble serviteur, Joseph Mwamba. Ensemble, vous et moi, nous allons développer sur des questions qui vont convaincre toute la population de votre circonscription d'être derrière vous. Mesdames et messieurs, chers candidats, soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, chers Congolais, de partout où vous êtes, Namukili Mobimba. Bienvenue dans votre émission Farafara candidat. Une émission qui vous donne l'opportunité de pouvoir écouter votre candidat, écouter ses projets de société, écouter les raisons pour lesquelles il a décidé d'aller défendre la population de sa circonscription. Mesdames et messieurs, vous êtes Congolais, toi, dans un moment, il y a une élection. En ce moment, chacun de nous se demande qui il va voter. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser une émission pour vous, afin de vous rapprocher avec votre candidat. Aujourd'hui, nous sommes avec le candidat à la députation provinciale de Ngaliema. Il est natif, comme on le dit chez nous, Mwana Yandaku. Mesdames et messieurs, je suis votre humble serviteur, Joseph Mwamba, l'homme qui a décidé de travailler ensemble avec le député pour pouvoir répondre aux solutions de la population de chaque circonscription. Comme je viens de vous le dire, je suis avec le candidat de Ngaliema à la provinciale. Il s'appelle M. Francis Ilunga Kalambai. Mesdames et messieurs, pour le plaisir de toute la population congolaise, de partout où vous êtes, où que vous soyez, mesdames et messieurs, voici le candidat M. Francis Ilunga Kalambai. Bonjour, M. Francis Ilunga Kalambai. Bonjour, cher Joseph Mwamba. Je rappelle déjà que M. Francis, il est candidat à la députation provinciale, le numéro 316. Mesdames et messieurs, le numéro 316, il est là devant nous, M. Francis Ilunga Kalambai. Monsieur Francis, pour commencer, dites-nous qui vous êtes, au-delà du fait que vous êtes candidat à la députation provinciale de Ngaliema. Qui est Monsieur Francis Ilunga Kalambai? Très bien, merci pour cette question. Je commencerai par me présenter de par mes activités actuelles. Je suis dans le secteur de la communication, marketing et événementiel. Et j'ai eu à travailler pour plusieurs projets qui ont eu à devoir mettre en place plusieurs activités et produits sur le sol congolais, spécialement celui de Kinshasa. Et aujourd'hui, je me présente en tant que candidat pour le compte du parti CDPS, qui est le Congrès des démocrates pour le progrès social. Donc voilà, je suis candidat à ces élections en députation provinciale
pour la circonscription de Lukunga, mais spécialement la commune de Galiema. Galiema. Voilà. Vous avez dit que vous êtes membre de quelle appartenance politique? Alors, je suis du groupe de l'Union Sacrée, déjà pour commencer, du parti qui s'appelle le CDPS, qui est le Congrès vous pouvez mentionner des démocrates pour le progrès social, qui est justement présidé par le président François-Xavier Belchika Kaloubi, qui est président du CDPS, qui est un grand acteur du secteur politique, qui a eu à œuvrer pendant plusieurs années à la direction de l'UDPS et qui aujourd'hui se retrouve président de ce parti auquel j'ai cru et que j'ai intégré. Pourquoi la politique aujourd'hui? C'est une très belle question, merci beaucoup. La politique parce que aujourd'hui, quand on regarde l'état de notre cher pays, le Congo, on se rend compte que beaucoup d'années se sont écoulées et très peu d'acteurs motivés se sont proposés. Je suis jeune, vous le constatez, j'œuvre dans le milieu du social, pratiquement, et un appel a été fait par l'excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour pouvoir motiver la jeunesse. Numéro 20. Motiver la jeunesse et l'encourager à rentrer dans les actions pour changer le pays, en apportant chacun sa pierre et ses capacités. Alors, partant de ce fait, moi-même étant un acteur du développement social, à travers les différentes activités mises en œuvre, spécialement ma profession, où je côtoie énormément de monde, de communautés différentes, composant bien sûr le pays, j'ai eu à apporter aujourd'hui une réponse positive à cet appel, de par le parti que je représente, et pour pouvoir, en tant que jeune, apporter des solutions à cette jeunesse qui attend énormément de ce pays et qui des fois se retrouve marginalisée, laissée de côté. Mais pas seulement, pour aussi trouver des solutions jeunes, un sang neuf à apporter à cette politique qui devrait avoir un nouveau visage et un nouveau climat, si je peux dire ça comme ça, de telle manière à ce que le pays puisse mieux fonctionner. Donc, Monsieur Francis, vous avez en tout cas très bien parlé de ce qui vous a motivé, de la raison pour laquelle vous avez choisi de faire la politique, au-delà de ce que vous faites déjà. C'est quoi votre cible de changement? Alors, moi, ma cible de changement, elle est simple. Il y a plusieurs secteurs qui peuvent permettre de pouvoir atteindre le changement. Déjà, je ne l'ai peut-être pas dit d'entrée de jeu, mais je vais le dire. Le parti que je représente prône le vrai changement. Et c'est une question que j'aime, parce que quand on parle de vrai changement, on ne peut pas parler de changement sans pour autant parler du social. Et c'est là l'erreur de l'axe politique qui est présenté dans les stratégies qui sont offertes jusque-là dans l'histoire politique du pays. C'est que très peu d'axes politiques sont dirigés vers le social. Alors, permettez-moi d'abord de commencer par expliquer ce que j'entends par le social. Le social est le mode opérationnel, ou opératif, si on peut le dire comme ça aussi, d'une communauté. Ça veut dire sa façon de se déplacer, l'interaction qu'elle a entre elles, sa façon de consommer, ce qu'elle consomme, son langage, sa culture, c'est ça le social. Et lorsqu'on parle de politique qui atteint ces résultats, c'est une politique qui atteint ce social-là. C'est une politique qui offre le développement à ce social-là. Quand on parle de développement, si ce développement se limite juste sur l'aspect des infrastructures, sans pour autant permettre aux habitants de l'espace de pouvoir bénéficier d'un progrès social, c'est que ces infrastructures ont été conçues vainement. Et la politique n'a pas atteint le cœur
attendu de sa communauté ou de sa cible. Et c'est la raison pour laquelle, moi, mon axe d'action est concentré sur ce social-là. Le social représente chacun de nous. Le social représente chacune de nos activités. Le social représente nos attentes, les questions que vous posez. Et le social représente aussi nos réponses ou les solutions qui doivent être portées. Donc, vous voulez dire par là qu'au-delà de tous ces députés qui ont essayé de représenter la commune d'Ngaliema, il y a une personne qui a touché le social? Non, pas du tout. Et déjà même, je félicite le gouvernement en place pour le travail effectué, qui est un travail qui a été de longue haleine, il faut le préciser, parce que le social, on ne le maîtrise pas sur quelques années, on le maîtrise sur plusieurs années. Il faut entreprendre et visualiser son avenir au moins sur 25 ans, minimum. C'est ça la politique, c'est entreprendre sur 25 ans. Et donc, en voyant l'effort réalisé par le gouvernement en place, il faut leur porter applaudissements. Ça veut dire qu'il y a eu du travail qui a été fait dans le social, mais ça ne veut pas dire que tout a été fait. Il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et M. Francis pense pouvoir apporter les solutions qu'il faut? Effectivement, je suis là pour pouvoir apporter des solutions. Je ne serai pas seul là-dedans, vous le savez, parce qu'un député ne travaille pas seul. Il travaille avec une représentation. Il y a toute une chambre représentée par plusieurs intelligences, si je peux le dire comme ça. Et ensemble, nous mettons en valeur des objectifs. Et ce que je veux pouvoir dire, c'est que ces objectifs devraient être orientés vers le social d'abord. Et de ce social, permettre une déclinaison sur tous les autres secteurs d'activité de l'État et du développement du pays. Vous êtes jeune, merci. Francis, oui. Très jeune d'ailleurs. Derrière la jeunesse se cache déjà la motivation, l'envie de pouvoir changer les choses. Monsieur Francis, il est jeune, il a décidé de pouvoir représenter toute une commune, la commune d'Ngaliema. Effectivement. Et c'est quoi la place de la jeunesse dans votre lutte? La place de la jeunesse est centrale dans toutes les communautés. Quand on ne touche pas à la jeunesse, on ne mise pas sur l'avenir. On vient de parler... La jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, c'est l'avenir. Quand on parle de faire une projection en politique sur au moins 25 ans, minimum, c'est ça l'art de la politique. C'est automatiquement le fait de pouvoir intégrer dans toute l'évolution de ces projections politiques la jeunesse. Cette jeunesse est au cœur. C'est elle qui va pouvoir bénéficier de tout ce que nous allons entreprendre, mais c'est aussi elle qui va pouvoir garantir le lendemain du pays. On ne pense pas le lendemain du pays sur soi, on pense le lendemain du pays sur la jeunesse. En parlant de la jeunesse, aujourd'hui la jeunesse face à un phénomène qui est en train de détruire le pays à petit feu. Et surtout qu'on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Si déjà aujourd'hui la jeunesse est en train d'être détruite à petit feu, donc le pays en tout cas n'a pas d'avenir. Aujourd'hui on parle de la délinquance. C'est quoi votre avis par rapport à la délinquance? La délinquance est un résultat. C'est un résultat de certaines absences, si je peux dire ça. Un jeune ne devient pas délinquant au hasard. Ce n'est pas le résultat de la négligence du gouvernement, la délinquance. C'est pas, je ne dirais pas une négligence du gouvernement, mais je dirais que des absences. Parce que dans tout ce que l'on établit, il y a tellement de choses à faire pour ce pays qu'il arrive de constater qu'ils n'ont pas suffisamment pris en compte l'aspect du social. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de secteurs qui sont prioritaires en ce moment, mais le social, moi je pense, est un secteur qui domine. Parce que cette question que vous posez sur la jeunesse, c'est une question justement qui nous place au cœur du social. Alors,
il faudrait, moi je pense à mon humble avis, pouvoir avoir un regard inclusif de la jeunesse au cœur de tous les challenges qui ont été cités ou qui sont cités, tant pour la commune que je compte représenter que pour le reste des communes et même le reste des territoires de la République démocratique du Congo. Il faudrait que la jeunesse puisse être inclusive. Et pour pouvoir mieux expliquer cela, la délinquance est un résultat. La délinquance est un résultat qui est nourri par une absence de présence sur ce que l'on appelle le service social. Le service social est un service de l'État qui conditionne la société pour la rendre meilleure ou qui vient en palliatif là où il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus. Nous savons tous que nous sortons de famille. La famille est un cadre éducatif qui prépare justement l'avenir de l'homme et même du pays. Mais quand la famille échoue dans son devoir éducatif, le gouvernement ou l'État est là pour pouvoir rattraper la situation. J'ai parlé de résultats aujourd'hui parce que la famille est une première cause. La deuxième cause se trouve dans ce que l'on appelle les occupations. Moi, je vais les regrouper comme ça. Dans les occupations de l'esprit ou les occupations de la jeunesse, il faudrait pouvoir leur permettre d'avoir sur le long de leurs activités, d'avoir des occupations qui portent des valeurs. On parle de l'éducation, l'école. Déjà, je félicite une fois de plus parce que l'école est devenue accessible à tous. Aujourd'hui, c'est un grand progrès qui va résoudre justement ce problème de délinquance. Mais ça ne se suffit pas. L'infrastructure, avec le secteur de l'électricité, vous savez, quand vous avez des poches d'obscurité, quand on manque de l'électricité, c'est un facteur qui peut-être visiblement n'est pas identifié comme étant un problème, parce qu'on se dit Ezakaka courant Moutezangi, mais en réalité, avec le temps, ça développe des poches d'insécurité, bien évidemment, avec de la délinquance juvénile. C'est là que ça commence dans la délinquance juvénile, ces enfants. Ensuite, il faut pouvoir mettre des programmes en place d'occupation. Quand il y a école, tous les enfants doivent être à l'école. C'est important. Quand il n'y a pas école, il faut que les enfants aient des occupations saines. C'est vraiment un message très important pour tous les responsables des écoles, préfets, DD. Aujourd'hui, nous remarquons que dans la ville de Kinshasa, l'école en tout cas n'est plus prise en compte comme avant. Aujourd'hui, on voit les uniformes en train de déambuler en cours de route pendant les heures de cours. Et je pense que ce que vous dites, c'est vraiment très important pour pouvoir apporter une solution à ces problèmes. Donc, vous pouvez continuer, monsieur. Effectivement. Merci pour cet appel qui est très important. Et donc, pour continuer, cette même jeunesse devrait avoir des activités qui les aident à pouvoir parfaire ce qu'ils ont comme capacité. Au cas où nous faisons face à des jeunes, à une jeunesse qui n'a pas eu droit ou qui n'a pas eu cette chance de bénéficier de l'ensemble de ces activités, il faudrait mettre en place ce que l'on appelle des formations de métier. Les formations de métier sont des clés qui permettent de recadrer certains jeunes qui sont à la dérive face à ce problème de délinquance juvénile et qui les outille de telle manière à ce qu'ils aient la possibilité de quitter cette apparence de danger, de quitter du danger pour devenir utile pour la société. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est une chose qui peut être mise en place par le biais de toute l'administration communale
On peut mettre en place des formations de métiers, toujours à travers les espaces scolaires, tout dépend de ce qui peut être choisi selon la bourse et les capacités de l'État. On peut créer des espaces pour encadrer ces jeunes, les outiller, leur apprendre un métier et leur donner la possibilité non seulement de devenir utiles, de développer l'économie du secteur, ensuite bénéficier à l'économie du pays, mais aussi de leur permettre d'avoir un avenir face aux problèmes ou aux fléaux de la délinquance, de la criminalité. Monsieur Francis, déjà à travers ce que vous dites, déjà, on sent déjà cette envie de pouvoir changer les choses. Merci. Et aujourd'hui déjà, tout Congolais peut définir un politicien comme il veut. Oui. Et vous voulez porter les statuts de cette personne que presque tous les Congolais haïssent, le politicien congolais. Ce sont des gens qui viennent vers nous, comme là vous êtes vers la population de la circonscription d'Ngaliema, pour pouvoir les convaincre à vous faire confiance par rapport à la vision que vous avez. Mais vous voulez porter les statuts de la personne que presque tous les Congolais haïssent, les statuts de ces politiciens. Vous, en tant que politicien, que vous voulez devenir aujourd'hui, que Dieu vous prête grâce, que vous soyez élu, en tout cas moi je vous le souhaite. Merci. Comment vous pouvez définir l'homme politique congolais? Merci pour cette question qui est c'est une question que l'on devrait poser à tous les politiques, mais pas seulement, que l'on devrait poser aussi à toutes nos communautés. Ce serait une occasion de pouvoir réfléchir sur cette question. Bien évidemment, voilà pourquoi je vous la pose. À mon humble avis, je pense que l'homme politique congolais est à un certain degré de marche. Ce n'est pas la dernière marche. Il y a plusieurs autres marches qui attendent l'homme politique congolais par rapport au challenge qu'il a et par rapport à sa capacité à trouver des solutions pour ces challenges et élever le niveau de sa communauté, de son pays. Déjà, je rebondir sur une opportunité, celle de dire à toute la population de ne pas faire l'erreur de considérer le politique en ennemi. Ce n'est pas ça. Le politique est un outil. C'est un instrument que la communauté doit utiliser. Et là, je retourne mon regard vers les communautés une fois de plus en disant, c'est la raison pour laquelle il faut savoir qui mettre à la place des institutions. Voter utile. Il faut savoir qui voter, comment voter. Et il faut pouvoir avoir l'attention de ces acteurs politiques et exiger d'eux un retour quant à la réalisation de toutes vos attentes. On ne peut pas laisser un politique face à tout ce qui se fait, à tous les soucis, vaquer à ses activités sans pour autant revenir à sa communauté avec le cahier de charges qui a été aplani, avec des solutions et avec une nouvelle mission et affectation, parce que la communauté n'affecte pas une seule fois son acteur politique, elle affecte par rapport à plusieurs challenges. Nous faisons face à ce qu'on appelle les propagandes. Les acteurs politiques devraient pas seulement valoriser leur parti et leur personne, mais ils devraient surtout comprendre quel est le besoin de la population et des communautés. C'est ça le plus important. Vous avez parlé de question d'être exigeant. Très bien. Est-ce que vous pensez que la population congolaise n'est pas exigeante envers les députés que vous êtes aujourd'hui? Très bien. La population congolaise est exigeante, mais exigence ne veut pas se défaire de surveillance. Il faut surveiller ces acteurs. Comment surveiller les acteurs? Parce que au moment où vous serez élu, vous serez accompagné d'une sécurité, de jeep. Et comment cette population peut veiller sur vous alors que ça sera impossible même de vous faire... de vous poser des questions en cours de route parce que, évidemment, vous serez peut-être pressé d'aller répondre à vos occupations au Parlement.
Est-ce que vous pensez que si la population se met à veiller sur ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez en tout cas collaborer ensemble? Bien sûr. Et cette collaboration est obligatoire et elle commence lorsque l'on voit dans les propagandes certains politiciens distribuer des t-shirts, donner de l'argent pour se faire élire. Ça, c'est une erreur. Il faudrait que la population rentre dans cette conscience en comprenant que nous ne pouvons pas placer quelqu'un pour nous représenter avec ce mode de fonctionnement. Parce que cette personne achète vos voix. Cette personne n'est pas placée avec une mission, mais elle se place avec son pouvoir financier, elle se place avec ses capacités. Ça, c'est déjà la première manière de surveiller ces acteurs politiques. Ça commence là, en plaçant la personne qu'il faut, en choisissant des programmes, pas seulement voter pour quelqu'un sentimentalement, mais il faut comprendre ce que la personne doit apporter, quelle est la carte que la personne doit jouer et soutenir cette vision-là. Et, en fin de compte, en exigeant à ces acteurs politiques de ne pas se détacher de leur base. Parce que plusieurs acteurs politiques y vont peut-être par aspiration autre. Mais quand on fait de la politique, le but c'est de, une fois de plus je reviens au social, c'est de développer ce social-là. Il faut que ce social atteigne le résultat attendu. Et on ne peut pas réussir à réaliser un tel travail lorsque l'on est loin de sa base. On ne peut pas réussir à atteindre un tel travail lorsque, une fois que vous êtes élu, vous partez, vous disparaissez. Et donc là, je reviens vers les acteurs politiques. C'est un comportement qui est connu de tous les Congolais. Quand on vous vote, après, vous ignorez la population qui vous a voté. C'est dommage. Il ne faudrait pas que ça se passe comme ça. Et je pense qu'un politique sérieux, un politique qui a été voté, qui a été placé par une communauté qui a réfléchi et qui a pensé que ses actions valait, que c'était une personne qui valait, ne ferait pas une telle action. Reviendrait toujours vers sa communauté parce que pour pouvoir répondre à un problème, prenons un exemple simple. Nous regardons le souci lié au secteur de l'électricité. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Vous vous faites élire. Vous partez en combat pour ce problème du secteur de l'électrification des communes. Au moment où vous faites votre première présentation du problème, vous aurez des retours par rapport à ces problèmes. Il faudra qu'il y ait un travail, il faudrait qu'il y ait une collaboration qui soit entreprise entre les différents secteurs d'activité de l'État et la communauté. Parce qu'il faudra réellement en venir au point, est-ce que la communauté a bénéficié de ce qu'elle a demandé? Et cela ne se fera pas en un seul coup, elle se fera avec des allers-retours. Et ça oblige l'acteur politique à être présent auprès de sa communauté. Comment pouvoir obliger l'acteur politique que nous-mêmes avons choisi, que nous-mêmes avons créé, que nous-mêmes avons élu, de pouvoir être proche de sa base? Comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous serez élu, vous serez accompagné certainement d'une sécurité, certainement de personnes qui veilleront sur vous. Est-ce que vous êtes sûr que la population aura peut-être l'opportunité ou l'occasion de vous approcher personnellement pour vous rappeler ce que vous dites là tout à l'heure? Il faut que la population m'approche. Et s'il n'y a pas de moyens, votre sécurité interdisait la sécurité de pouvoir vous approcher? Non, non. Un député ne peut pas avoir une sécurité qui interdise ou qui le sépare de sa communauté. C'est impossible. Et même on sait que quand on fait de la sécurité, on sécurise la personne face à un danger. La population ne représente pas un danger. La population est justement ce pouvoir dont bénéficie l'élu, dont bénéficie le député. Et il doit user de ce pouvoir-là. Et pour user de ce pouvoir, on ne le fait qu'avec la population. Ça n'a pas de sens. On n'est pas dans le secteur du privé, donc ça n'a pas de sens de pouvoir être assis sur un pouvoir communautaire et de ne pas fréquenter cette communauté. C'est la réalité chez nous. C'est une réalité qui doit changer. Les choses ne changent pas. C'est une réalité qui doit changer. On a des députés en Galema, il y a tas de problèmes. Et comme je l'ai stipulé tout à l'heure, je pense que cette réalité est alimentée par cette inconscience du fait que l'on vote des personnes pour des t-shirts,
Donc, Monsieur Francis, c'est l'un des députés qui est conscient. En tout cas, je m'efforce de rentrer dans ces rangs, pour parler humblement. Je m'efforce de rentrer dans ces rangs parce qu'il est temps d'avoir une nouvelle classe politique. Une classe politique qui est près de sa communauté, une classe politique jeune, une classe politique qui ne se sépare pas de sa mission, mais une classe politique qui affronte sa mission. Le fait de pouvoir porter haut les problèmes de sa communauté, de chercher jusqu'au dernier retranchement des solutions, parce que c'est ça votre travail. Vous êtes très franc et très précis dans vos mots. Merci beaucoup. En tout cas, vous ressortez ces côtés du changement. Comme jadis, on a entendu certains députés ressortir ce que vous ressortez tout à l'heure. Moi, je me pose une question. Si vous avez tous ces mots, cette compétence, pourquoi vous avez choisi la politique? Est-ce que, au-delà de la politique, il y a un autre moyen pour pouvoir changer les choses? Parce qu'il y a tout le monde qui court derrière la politique pour changer les choses. Est-ce que vous pouvez vous dire que si la politique ne marche pas, je vais essayer dans tel domaine, dans tel secteur, pour pouvoir apporter un changement équitable? Merci beaucoup. C'est une question qui revient à l'ordre du chef de l'État, où il a dit que le changement commencerait par nous-mêmes. Évidemment. Il faudrait que nous puissions prendre ce changement en main. Et là, je parle à la population congolaise en leur disant, Bola la Lissoussouté, changement est bandit. Le réel changement a commencé. Avec le numéro 20. Et avec le numéro 20, bien sûr. Et il faudrait que la population s'engage à un changement réel, responsable et respectable. Ça veut dire ceci en quelques mots. Pour revenir à votre question, il y a plusieurs moyens de pouvoir atteindre le résultat. Mais ce moyen passe par un canal, un seul, que l'on appelle le social. Et ce social s'ouvre sur plusieurs types d'activités. Il y a l'acteur politique dans le social, qui est un représentant de la communauté. Il y a les différentes institutions commerciales de tous les secteurs, du privé aux institutions même d'État, qui travaillent aussi pour ce développement social. Donc effectivement, il y a la possibilité de pouvoir atteindre ce développement réel avec l'implication de tous les secteurs. Il n'y a pas que le secteur de la politique, tous les secteurs. Chacun de nous a un rôle pour le développement de ce pays. Et nous devons le prendre très au sérieux. Donc vous-même qui êtes journaliste, il faudrait que dans ce que vous faites comme travail, que vous puissiez créer une perche tendue à toutes, à tout l'audimat que vous avez pour les aider. Voilà pourquoi on a créé une émission. Effectivement, Farafara, un candidat, pour permettre à la communauté, à la population, de pouvoir premièrement s'éveiller, de pouvoir rentrer dans son rôle du développement. Et je pense qu'il y a plusieurs autres sujets qu'on pourra toucher pour parler de ce développement de par le social. En parlant des autres domaines qui peuvent apporter la solution, c'est quoi votre idée par rapport à l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est un secteur très important et c'est actuellement une carte que jouent beaucoup de pays, je peux dire ça, beaucoup de pays pour pouvoir aider la jeunesse à être utile. On fait face au chômage, on fait face à des problèmes, des difficultés pour aider tous ceux qui sortent du secteur de l'éducation, tous ces élèves, tous ces étudiants qui finissent, pour les aider à pouvoir devenir des acteurs et participer à l'économie du pays, au développement économique du pays. Et donc l'entrepreneuriat est une clé, mais l'entrepreneuriat exige un État responsable. Le secteur de l'entrepreneuriat est un secteur qu'on ne peut pas laisser libre et seul, parce que ça peut devenir un problème sérieux pour l'État. L'État doit être présent en tant que parent pour porter ce secteur-là de l'entrepreneuriat. Et donc, vu que l'entrepreneuriat est un secteur qui met plus en avant la jeunesse, de par les activités, les nouveaux débouchés, comme on dit, ces métiers qui sont faciles et qui permettent à la jeunesse de pouvoir subvenir à leurs besoins, il faudrait que l'État
puisse être présent à leur côté, tant que l'État soit présent aux côtés des autres PME, petites et moyennes entreprises, qui sont même la clé même des activités sur toute la République. C'est les petites et moyennes entreprises qui permettent à la population de vivre avec l'entrepreneuriat au sein. Mais on a aussi, après les grandes infrastructures qui viennent en dernière minute, avec les industries, l'industrialisation et tout le reste qui viennent finalement pour porter cette économie. Mais ce que je veux dire en quelques mots, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un très bon secteur, c'est bon, ça permet à la jeunesse de pouvoir être autonome, mais c'est un danger si l'État n'est pas présent pour encadrer ce développement-là. Est-ce que vous pensez que la jeunesse congolaise elle est prête à affronter ce secteur? Oui, pourquoi pas? La jeunesse congolaise est très intelligente, la jeunesse congolaise est très motivée. On n'a pas de paresseux au Congo. Beaucoup de gens nous donnent cette image d'un Congo où la jeunesse est paresseuse, où la jeunesse n'est pas active. On a une jeunesse active. Elle se lève très tôt. Elle se bat, elle cherche des solutions, elle revient tard chez elle. Et l'entrepreneuriat est le secteur qui les accueille le plus facilement parce que, partant d'un budget limité, ils peuvent arriver à devenir une PME. Ils peuvent se transformer très rapidement en PME. Ils peuvent très vite trouver solution à leurs problèmes. Mais, une fois de plus, je le précise, il faudrait que l'État puisse accompagner. Parmi ce qui constitue l'État, oui. On espère que vous veillerez à ce que ce secteur, en tout cas, ait en tout cas beaucoup de développement pour pouvoir soutenir cette jeunesse qui a été depuis belle lurette délaissée. Oui. Et cette jeunesse qui a affronté beaucoup de réalités. On parle de la jeunesse parce que vous êtes jeune. Oui. La jeunesse peut apporter des solutions. Vous êtes là en tant que jeune, vous êtes porté garant pour pouvoir apporter les solutions à des problèmes de la commune de Ngaliema, sans oublier votre Congolais. Est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à la guerre de l'Est du Congo? Tant que l'on ne va pas rentrer dans l'exploitation de nos matières premières, nous aurons toujours des ennemis. Nous aurons des ennemis. Il faut que nous puissions clore sur ce dossier-là, trouver le moyen de pouvoir faire avancer notre propre exploitation. Tout projet qui va viser à ce sens-là devra être porté, accompagné, et cela avec des acteurs congolais, pas avec des acteurs étrangers. Il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes, d'abord. Donc vous pensez que la cause de cette guerre, c'est du fait que le gouvernement s'associe avec des étrangers? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que les causes de cette guerre sont dues à notre sol et sous-sol, aux richesses de notre sol et sous-sol. Et qu'il faudrait... La convoitise. Et il faudrait que nous puissions nous-mêmes transformer ces matières. Parce que la transformation de matière veut stipuler que l'extraction est faite, nous mettons en place notre propre chaîne de valeur pour nos matières. Nous réussissons à donner un prix à ces matières. Et nous exploitons nous-mêmes ces matières pour valoriser notre propre économie. En mettant en place cette chaîne complète jusqu'à la transformation, nous sécurisons ces différentes zones qui débordent de richesses et qui attirent convoitise et crime. Et crime que je précise qui ne peut pas rester impuni. Il faut que nous puissions punir. Bien évidemment, parce qu'il y a des Congolais qui perdent leur vie chaque jour. Exactement. Mais cela ne pourra débuter que lorsque nous allons nous lancer dans la transformation de matière. Que nous pourrons voir cette quiétude, ce calme et cette paix que nous attendons. Est-ce que vous pensez que votre voix sera plus forte pour se faire entendre? En tout cas, si je suis élu, je vais faire mon travail. Mesdames et messieurs, ça c'est important. Vous êtes la population de la circonscription de Ngaliema. Voilà la personne qui s'est dit capable de pouvoir défendre le problème de la commune de Ngaliema, non seulement de la commune de Ngaliema, mais de toute la République. Monsieur Francis Ilunga Kalambaye. Vous pouvez rappeler votre numéro?
Mon numéro est le 316. Mesdames et messieurs, habitants de la commune d'Ngaliema, votez le numéro 316. Monsieur Francis, est-ce que vous pouvez, candidat d'Ngaliema? Très bien. Ça laisse entendre que vous connaissez tout le problème de la commune d'Ngaliema et vu que vous êtes décidé d'aller dans l'Assemblée provinciale pour représenter la commune d'Ngaliema, on entend que par là que vous avez des solutions apportées par rapport au problème de cette circonscription. Est-ce que vous pouvez au moins nous citer quelques problèmes de la commune d'Ngaliema et les solutions que vous avez à apporter à ces problèmes? Merci encore une fois de plus pour cette question. Donc la commune d'Ngaliema a plusieurs problèmes. J'aimerais préciser en fait, Bandeko, tout le monde, que l'on puisse savoir que la commune d'Ngaliema est la commune stratégique de Kinshasa. Tant sur le plan sécuritaire, tant sur le plan de l'économie, sur plusieurs plans. Et la commune de Ngaliema est une commune qui a été conçue depuis le Belge, je peux dire ça, en passant par presque tous les régimes, en la plaçant toujours comme étant la commune stratégique de Kinshasa. Ce n'est pas pour rien que son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui-même est premier citoyen de Ngaliema. Ce n'est pas pour rien que nous avons autant de notables à Ngaliema, qui sont acteurs politiques présentement, que vous connaissez même mieux. Et ce n'est pas pour rien que Ngaliema, dans le temps, bénéficiait, était la première à recevoir toutes les premières intentions ou services dans le secteur public, dans le secteur de la sécurité, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, Ngaliema rencontre énormément de problèmes. C'est quoi la cause? La cause, c'est le fait que Ngaliema fait face à ce qu'on appelle une expansion ethnographique. Il y a du monde qui s'est rué vers Ngaliema. Il y a de la construction. Ngaliema grossit, grandit. Mais cela ne se fait plus dans le cadre qui avait été préparé d'hier, mais cela a perdu, je peux dire, l'équilibre. C'est quoi le cadre qui avait été préparé hier? On va l'expliquer. On ira dans l'infrastructure pour commencer. L'infrastructure de Ngaliema avait été conçue de telle manière à inclure des zones de verdure, à respecter toutes les canalisations et évacuations d'eau de manière à sécuriser et à lutter contre les érosions, à lutter contre les moustiques et les maringouins, parce que vous savez que Ngaliema est aussi la commune numéro 1, je peux dire ça, des moustiques et des maringouins. Les maringouins. Bambi Tiri, comme on dit en lingala. Hein? Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que face à cette expansion de la communauté, un désordre est entré. On ne respecte plus le mode infrastructurel ou le modèle infrastructurel qui avait été entrepris. On construit un peu n'importe comment. Toutes les voies d'évacuation des eaux, la plupart sont bouchées, raison pour lesquelles vous vous rendez compte qu'il y a débordement d'eau maintenant en Ngaliema. Bien que ce soit un terrain qui est marécageux de base, mais le travail avait été fait sur Ngaliema de telle manière à pouvoir contenir chacun de ces problèmes. Pour citer les difficultés que l'on rencontre à Ngaliema, tout Ngaliema, je vais commencer par le problème de l'eau. Ngaliema rencontre un sérieux problème d'eau. Un problème que le gouvernement... L'eau courante. Un problème que le gouvernement a déjà essayé de trouver une solution. Le gouvernement se bat face à ça. Ngaliema rencontre des problèmes d'électricité. Une fois de plus, le gouvernement se bat face à ça. Ngaliema rencontre des problèmes de salubrité, la saleté, comme on dit, les poubelles, la mauvaise gestion des poubelles. Le gouvernement se bat toujours contre ça. Ngaliema rencontre des problèmes d'embouteillage. En Ngaliema, il peut arriver des fois que vous vous retrouviez en route dans tout Ngaliema et que vous fassiez 2 heures d'embouteillage.
Même 1 heure, c'est trop. Et cela est dit à quoi dans quelques minutes? Alors, les embouteillages sont dus à un mauvais rapport, je peux dire, entre les usagers de la route et la police routière. Ce n'est pas le nombre de véhicules qui cause les embouteillages. C'est pas ça le problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup de véhicules à Kinshasa et que la plupart des habitats de Ngaliema ou des maisons de Ngaliema ont au moins 2 véhicules dans la cour et qui font des mouvements. Mais le réel problème est un problème de mœurs de par les conducteurs, les usagers de la route, mais aussi un problème d'efficacité de par la police routière. Il faudrait pouvoir balancer ces 2 facteurs pour trouver la solution. Ça veut dire que en trouvant le moyen de pouvoir placer un dispositif de facilitation routière avec, bien sûr, en instrument l'agent routier de police, dans les espaces qui sont connus, parce qu'il y a des espaces qui sont connus et identifiés en étant des espaces d'embouteillage. En les plaçant là, nous trouverons déjà des solutions. Il faut bien les disposer. Ça, c'est un problème. En parlant de solutions, quelles sont les solutions que vous proposez à tous ces problèmes? Alors déjà, je viens de citer une première solution, c'est celui de pouvoir bien cartographier Ngaliema et de pouvoir permettre à ces agents de police et à toute l'administration qui suit de pouvoir avoir un dispositif efficace face aux embouteillages. Il faut savoir où placer la police. Il faut savoir quelles sont les heures où il y a le plus grand flux. Il faut que ces agents puissent être sur place avant que le flux ne puisse grossir. Il faut que nous puissions éduquer la communauté de Ngaliema. Chacun de nous doit se dire, deuxième bande des Alali-Sous-Souté, deuxième bande, troisième bande, ça ne sert à rien. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'éduquer la population? Oui, effectivement. C'est possible, la population est consciente. Une population au volant, moi, j'ai vu plusieurs routiers qui se plaignaient même, tu le vois sur la deuxième bande, mais il se plaint, il dit, la deuxième bande, mais il faut qu'on ait la deuxième bande parce que Moutou, il faut réguler Nzela Azate. Mais si l'on place dans les points qu'il faut, les agents, dans quelque part, les Congolais même encouragent tout ça. Non, le Congolais subit et est contraint. Le Congolais n'est pas... Tout à l'heure, vous avez dit dans les embouteillages, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui s'est dit mais qui est contraint de créer ces embouteillages. Deuxième bande, mais qui est contraint d'emprunter deuxième bande. Oui. Vous ne voyez pas que c'est une façon d'encourager le désordre? On peut dire ça comme ça. Mais moi, je dirais plus qu'il subit. C'est par manque de surveillance, c'est par manque d'orientation qu'ils sont obligés de se prendre en charge. Si c'est le Congolais qui subit, et qui va apporter des solutions? Mais nous avons la police routière qui est là, premièrement, déjà. Et aussi, il y a possibilité, après, de pouvoir rentrer dans des solutions comme l'Afrique du Sud a fait, de partenariat entre la police et les communautés, la police routière, il faut le préciser, en octroyant à certains civils qui remplissent les conditions pour être déjà usagers de la route, qui n'ont pas de casier judiciaire aussi, de pouvoir bénéficier d'une formation. Une formation qui va permettre de pouvoir gérer le flux des embouteillages. Pas à la place de la police reste à sa place, mais il y a des formations qui ont été données, où vous voyez en Afrique du Sud, des civils qui, quand il y a des embouteillages, il a son temps, il a fini son travail, il met son véhicule sur le côté, il prend le gilet qui lui a été donné, il porte son badge, il se retrouve sur la route et il facilite la circulation, il aide l'agent de police à pouvoir contenir ce flux, parce qu'il faut savoir que les embouteillages, même de par sa définition, c'est juste
une embrouille, je peux dire, mais une embrouille routière, c'est le fait de ne pas être compris. On pose des actes qui, avec le temps, créent un nœud au niveau de la circulation. Mais cela peut être géré gentiment avec les agents de police, mais aussi avec des solutions comme ce que je viens de vous dire, qui doivent être mises en place en permettant aussi à certains individus qui seront identifiés, fichés et formés aux côtés de la police pour aider. Je vais une fois de plus vous donner l'exemple de l'opération changement de mentalité que l'on a tous vu, où les jeunes des communes étaient touchés. C'était une entreprise qui a bien marché. On a vu des jeunes de communes qui se retrouvaient habillés avec un t-shirt de changement de mentalité et qui aidaient à pouvoir fluidifier la circulation. Une première fois. Comment cela n'a pas abouti à des solutions fiables? Cela n'a pas abouti parce qu'il y avait le facteur finance. Le gouvernement n'a pas financé. Non, je ne dirais pas que le gouvernement n'a pas financé. C'était une expérience qui a très bien marché et je pense qu'ils vont trouver le moyen de pouvoir mettre en œuvre de telles stratégies. Mais cette fois-ci, moi, je conseillerais le mieux de le faire sans pour autant aller dans des dépenses financières qui sont inutiles, mais de pouvoir toucher la communauté elle-même. C'est à nous de nous prendre en charge. S'il y a des embouteillages, cela ne me met pas en avantage. Donc, si les communautés elles-mêmes prennent leur rôle, on leur donne cette possibilité-là, à travers, comme je viens de dire, par exemple, cette stratégie que nous vivons, que nous avons vécue en Afrique du Sud, où ils ont une formation. À la fin de cette formation, ils sont identifiés et ils portent un uniforme de reconnaissance, un gilet avec un macaron et le bâton phosphorescent pour aider même la nuit à être visible. Nous pourrons évacuer le problème d'embouteillage à Ngaliema. C'est possible. Mesdames et messieurs, c'est possible avec l'honorable Francis Ilunga Kalambayi. Votez. En tout cas, n'oubliez pas de voter l'honorable. Déjà, vous-même, vous entendez déjà par sa façon de parler et par ses mots, vous comprenez déjà qu'il y a déjà des solutions qu'il a à proposer au gouvernement pour la commune d'Ngaliema. Donc, n'oubliez pas de voter. Monsieur Francis, votre candidat aux élections à la députation provinciale. Est-ce que vous pensez que les élections auront lieu? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous assure? Non, il n'y a pas à en douter. Vous dites que les élections auront lieu parce que vous avez su déposer votre candidature ou vous avez la conviction que les élections auront lieu parce que les organisations se sont passées en bonne et due forme? Premièrement, j'ai la conviction que les élections auront lieu parce qu'il faut que les élections aient lieu. C'est l'obligation. En ayant à penser que les élections n'auront pas lieu, c'est un abandon. Non, mais on le dit par rapport à la façon dont... Bien sûr, il faut pousser le gouvernement de telle manière à ce que les élections aient lieu. Donc je ne peux pas, moi, vous dire que les élections n'auront pas lieu. Non, je suis convaincu que les élections auront lieu et que les acteurs de ce travail y travaillent et qui vont réussir à nous offrir des élections de qualité. Un point qu'il faut vraiment préciser, le problème des cartes d'électeurs. Vous avez votre carte d'électeur? Bien sûr. Elle est visible ou il y a quelques disparitions des noms, votre photo? La carte d'électeur n'est pas complètement visible, mais effectivement, il y a les identités qui sont visibles, sinon je ne serais pas candidat. Non, ça, c'est vous? Oui. Il y a une émission qui a été tournée dernièrement par rapport aux cartes d'électeurs. Il y a, en tout cas, je peux estimer 90% de la population congolaise qui réclame leurs cartes d'électeurs, qui ont presque perdu la visibilité. On ne peut pas il est impossible de reconnaître un Congolais par rapport à sa carte d'électeur aujourd'hui parce qu'on détient des cartes d'électeurs qui perdent déjà
qui perd déjà la visibilité des noms. Donc si on a une carte d'électeur déjà pendant 6 mois, on est déjà sire. En tout cas, je vous l'ai dit que pendant 6 mois de détention de la carte d'électeur, vous avez la possibilité de perdre votre image, la possibilité de perdre votre identité, votre lieu de naissance, votre secteur, tout ça. Et d'ailleurs, dernièrement, on a suivi le président qui a soulevé d'ailleurs ces points. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question que la population se pose? Comment on va voter si nos cartes d'électeurs ne sont pas visibles? Non, le problème de carte d'électeur va être résolu parce qu'il y a les bureaux qui sont déjà en place pour pouvoir offrir justement des cartes de rechange. On parle déjà de la propagande. Mais oui, on parle déjà de la propagande et c'est pour cela qu'il faut inciter la population à aller vers ces bureaux. Il faut y aller, il faut s'octroyer des cartes de duplicata. Le service est déjà déployé, il est là et il vous attend. Allez-y, octroyez-vous des cartes et faites de bonnes élections. Parlez-nous de votre candidature. Alors, ma candidature est une candidature, comme je viens de le dire, qui est axée sur le social. Parce que j'ai besoin de voir ce pays changer. Je suis moi-même congolais. Je suis jeune. J'aime mon pays. Et il est temps pour moi de voir ce pays changer. Cette génération que nous représentons, tous jeunes que nous sommes, ne peut pas passer sans que nous puissions marquer des pas de changement. Aujourd'hui, je me présente en candidat pour la commune de Ngaliema, au numéro 316. Une commune que je porte à cœur, une commune que je respecte énormément, que je regarde au-delà de ce qui est présenté, parce que je viens de vous le dire tout à l'heure, cette commune est stratégique, c'est la commune numéro 1 stratégique, et c'est une commune qui a un potentiel touristique, c'est une commune qui a un potentiel économique, c'est une commune qui a un potentiel riche de créativité et qui peut permettre à sa jeunesse d'être active et de pouvoir être autonome. Qu'est-ce que j'entends par autonome? Très peu de communes ont la possibilité de pouvoir se prendre en charge. Ngaliema n'est pas de ces communes-là. Elle peut réussir. Le gouvernement, dans son rôle de gouvernement à son côté, mais elle a cette capacité de se sublimer. Et là, j'appelle chaque acteur de Ngaliema, j'appelle chaque habitant de Ngaliema, chaque jeune à pouvoir rentrer dans cette vision-là du chef de l'État, où nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas attendre demain, nous ne devons pas attendre que ça vienne de d'autres personnes, c'est nous-mêmes qui devons nous prendre en charge et changer la situation de nos communes. Monsieur Francis, dans vos dires, vous avez vraiment des mots qui donnent de l'espoir. Et est-ce que vous pensez vraiment que votre présence dans cette assemblée provinciale pourra apporter des solutions pour la commune de Ngaliema? Comme je venais de le dire tantôt, c'est un devoir que j'ai. Et il faudrait que je fasse ce devoir-là. Ce qui veut dire oui, il faudrait. Parce que Ngaliema a énormément de potentiel, mais ce potentiel est délaissé. Et ce qui est étonnant, c'est que personne n'en parle. Vous suivez les radios, vous suivez les infos, vous êtes sur le terrain, vous habitez, pour ceux qui habitent Ngaliema, vous voyez que Ngaliema est laissé de côté. De première commune, à l'époque, nous sommes passés à presque la dernière commune, parce qu'on ne parle plus de Ngaliema. Et ce qu'il faudrait, c'est remettre Ngaliema en priorité pour tout ce qui serait de la législation qui mettrait en valeur tous les soucis de Ngaliema, en commençant par l'électrification, l'eau courante, l'assainissement, la propreté, l'accompagnement des PME dont vous avez parlé. Et tout cela va pouvoir bénéficier à la communauté de Ngaliema. Au-delà de l'espoir que vous donnez aujourd'hui à la jeunesse, à la population de la circonscription de Ngaliema, je ne le souhaite pas. Et s'il arrivait que M. Francis n'est pas élu, est-ce que vous pensez à abandonner cette bataille ou en tout cas vous êtes déterminé de continuer à vous battre jusqu'à ce que vous serez élu?
Non, il faudrait se battre. Il faudrait se battre jusqu'à ce que... Même si M. Francis n'est pas élu aujourd'hui. Même si M. Francis n'est pas élu, il faut se battre parce que c'est un idéal. Nous ne nous battons pas pour un siège. Un siège, il y a plein de sièges. Il y a des... Vous pouvez vous acheter votre fauteuil. Mais si nous y allons, c'est pour apporter des solutions à la communauté. Et si ces solutions ne sont pas atteintes, il faut continuer de se battre. Parce que c'est qui va bénéficier de tout cela? Bien évidemment, la population. La population doit bénéficier de ça. Il faut que Ngaliema devienne la commune vitrine de la beauté du Congo. Il faut que Ngaliema devienne la commune vitrine du développement des PME. Il faut que Ngaliema devienne la commune vitrine de cette jeunesse qui est productive et qui se prend en charge et qui fait la fierté du Congo. Il y a énormément de jeunes qui sont cités dans l'histoire de la fierté de leur pays, qui portent le drapeau de leur pays. Vous comptez aussi être cité parmi ces gens? Je ne compte pas seulement être cité, mais je compte me battre pour que les jeunes de Ngaliema soient cités. Mon travail n'est pas celui d'être cité. Mon travail est celui de pouvoir rendre Ngaliema prospère à tous les niveaux, et que les problèmes que les habitants de Ngaliema rencontrent soient résolus. Et cela est possible. Et cela devrait être possible parce que Ngaliema, j'insiste, est la commune numéro 1, stratégique numéro 1. Elle ne peut pas être délaissée. C'est une erreur politique de laisser Ngaliema en arrière. C'est une erreur politique de laisser Ngaliema en arrière. Ainsi l'a dit M. Francis Ilunga Katambaye. Mesdames et messieurs, Kalambaye. Monsieur Ilunga Kalambaye. Il faut préciser, nous sommes aux élections. Numéro 316. C'est Monsieur Francis Ilunga Kalambaye. N'oubliez pas ce numéro 316. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier la commune de Ngaliema, vu qu'elle est vraiment la première commune qu'il faut valoriser. Votez le numéro 316. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Nous sommes avec le candidat numéro 316. Je le précise parce qu'il a de très bonnes idées par rapport à la commune que vous habitez. Vous êtes habitant de Ngaliema. Votez le numéro 316. Monsieur Francis, vu que vous parlez et vous représentez la commune de Ngaliema, on a quelques membres de la population de la commune de Ngaliema qui ont quelques questions à vous poser. Ils ont une 5 à 6 questions. Vous n'aurez droit qu'à une seule réponse à donner à toutes ces questions. Très bien. Donc, nous passons à l'étape où nous écouterons les questions posées à l'honorable Francis Ilunga Kalambaye. Numéro 316. Votez le numéro 316, mesdames et messieurs, habitants de la commune de Ngaliema. Face aux questions. Oui, pour la commune de Ngaliema, l'honorable Francis Ilunga Kalambaye, je voudrais lui poser une question par rapport aux embouteillages. On a un problème sérieux de circulation qui nous empêche d'arriver trop tôt au boulot. Et puis, le problème est que cet embouteillage-là c'est comme s'il est organisé. Mais qu'est-ce que lui peut faire? Parce que c'est le problème qui est très proximatif avec la population de Ngaliema et ça dérange vraiment. Hein? Le tronçon IPN jusqu'au Palais de Marbre, il y a un embouteillage qu'on n'arrive pas à gérer même par le service de circulation. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que l'honorable, quel est son apport, qu'est-ce qu'il va faire pour nous enlever dans ces embouteillages-là. Ça, c'est la première des questions. J'ai une deuxième question encore pour lui. C'est toujours en rapport avec notre proximité. Il y a des endroits qu'on est en train de vendre. Nous ne savons pas qui est en train de vendre ça, d'expolier des terrains. Je dirais encore que à partir de Station Ma Campagne jusqu'à l'IPN, il ne nous reste qu'un seul endroit, qu'un seul espace vert. Tous les espaces verts ont été explorés et ont été vendus, j'allais dire, en commençant par celui de Météo,
Il n'y a plus d'espace vert. Vous montez maintenant, dépasser maternité, jusqu'au niveau des Kananga, il ne nous reste qu'un petit morceau de bout d'espace vert, mais qui est aussi dans les viseurs de ceux qui sont en train d'expoler des endroits. Je ne sais pas qu'est-ce que l'honorable Ilunga Francis peut nous dire par cela, ou bien quelle solution pourra-t-il nous donner, hein, parce que pour ces législations qui vont entrer là. Merci. Troisièmement, ma préoccupation encore est par rapport à la sécurité. La sécurité dont je parle ici, c'est nous avons une sécurité juvénile, des enfants qu'on appelle communément les Américains et les Arabes. Ces gens-là, je ne sais pas, honorable, quelles sont les solutions pouvez-vous nous apporter, parce que ça devient insupportable. Il y a un groupe de jeunes qu'on appelle les Américains. S'ils te voient en cours de route, habillé en t-shirt avec un drapeau américain, ce sont les Arabes qui vont t'attaquer. Si les autres te voient habillé comme un musulman, ce sont les Américains qui vont vous attaquer. Alors, chers honorables, en tout cas, que pouvez-vous faire pour nous, nous en tant que population d'Ngalema? Parce que ce sont des problèmes que nous vivons tous les jours avec nos parents, nos enfants et nos mères. Et ça devient impossible. Merci beaucoup. Merci. Nga kombo na ngai Dieu donné na fandi na commune ya Ngalema. Ngai na tuna monsieur l'honorable Francis par rapport à salité aux autres mona na commune na biso ya Ngalema. Na habité commune Ngalema toyebaki yango ezali commune mon présidentielle. Mais lelo commune comme salité makasi. Je sais pas. Solution nous memeli biso papa Francis. Tala nanini Delvaux. Ninge koma salité solo makasi. Donc comprendre solution nous sommes même abisso. Monsieur Francis, on vient de suivre la réaction et les questions de quelques membres de la population de votre circonscription Ngaliema. C'est quoi votre réponse? Veuillez donner une réponse à toutes ces questions. Très bien, merci. Je commencerai par remercier les auteurs de ces questions, les encourager dans chacune de leurs activités, à ne pas baisser les bras, mais à se battre et continuer d'être vigilants pour la commune de Ngaliema. Et je vais répondre en disant ceci. Ngaliema a déjà les solutions qui sont disponibles. La première solution, c'est le nombre de jeunes que Ngaliema a. Ça veut dire ceci. Pour les embouteillages, nous pouvons assister les responsabilités de l'État par rapport à nos routes, et les aider à pouvoir mettre en place une circulation responsable et fiable. Il ne faut pas oublier le côté fiable. Pour pouvoir répondre aux problèmes de ce qui est de la verdure, qui est très important, j'encouragerai les citoyens de Ngaliema à lutter, eux-mêmes être vigilants. Vous êtes vous-même les responsables de votre commune, vous êtes la police. Vous devez être vigilants sur vos espaces verts et vous devez les réclamer. Et inciter le gouvernement à pouvoir rentrer dans ses devoirs. Ça veut dire garder vos espaces verts, les développer, y apporter les activités pour la jeunesse, pour permettre à ce que cette jeunesse qui aujourd'hui manque beaucoup d'activités, d'autres se tournent vers la délinquance juvénile, de pouvoir avoir des occupations saines. Et cela se fait aussi dans le cadre des espaces verts. Deuxièmement, il faudrait pouvoir interpeller le gouvernement par le biais des acteurs comme nous, de telle manière à ce que l'on veille à ce que les chefs de rue, les chefs de quartier, les bureaux de quartier, la police et même les infrastructures liées au développement, plutôt je vais dire, au développement de nos communes, avec les constructions, puissent respecter les normes
ou le mode économique qui a été choisi pour Ngaliema, en évitant de recréer plus en plus d'érosion, en évitant de créer plus d'inondations, mais en respectant ce que l'habitat, le ministère de l'Habitat et toute la chaîne infrastructurelle du Congo a mis en place pour Ngaliema. Donc ça, c'est ce que je vais répondre. Pour ce qui est des autres soucis comme celui des femmes mères, des filles mères, je dirais, il faut que nous puissions orienter toutes nos actions politiques vers le développement social. Ça veut dire ceci. Nous avons des associations qui aujourd'hui, des ONG, comme on dit souvent, qui sont plus concentrées sur plusieurs secteurs, par exemple de l'orphelinat et du reste. Il faudrait les étendre à tous les problèmes que nous rencontrons pour pouvoir porter en solution le secteur en difficulté dans le social de Ngaliema, à l'exemple de ces filles mères. Ces ONG devraient être orientées vers ces services. Mais aussi, nous devons encourager toujours dans les PME, dans le développement des PME et de l'entrepreneuriat, à orienter beaucoup de jeunes vers la sécurisation de Ngaliema en la rendant plus saine. Nous avons des bras, nous avons des jambes, nous avons une jeunesse qui est nombreuse. On peut réussir à rendre notre Ngaliema propre, on peut réussir à rendre notre Ngaliema fréquentable et fiable à tous les niveaux. Et cela, c'est avec un travail qui peut être fait au niveau du social. Donc, miser sur le social est la stratégie que je voudrais porter pour aider Ngaliema à aller plus loin et faire d'elle l'attention numéro 1 de toutes les institutions d'État. Mesdames et messieurs, c'était votre candidat, M. Francis Ilunga Kalambai. M. Francis, en tout cas, merci de répondre à notre invitation. Merci pour vos belles interventions et nous espérons que vous allez en tout cas respecter vos mots. Merci, cette émission, nous allons le garder. Nous espérons et nous croyons à ce que M. Ilunga Francis Kalambai sera élu. Et s'il ne va pas répondre à toutes les questions qui ont été posées ici, en tout cas, mesdames et messieurs, assurez-vous que l'émission sera en tout cas très bien gardée. Vidéo, comme on le dit par les Quinois, vidéo et bon, mesdames et messieurs, cette vidéo elle est pour vous. Pour élire candidat Nabiso à répondre à la Marambo venez nous voir, vidéo et Zali. En tout cas, mesdames et messieurs, merci à tous et surtout à FIG, M. Fido. Tu n'as pas été présent, l'honorable est là en tout cas. Merci pour ton soutien et à la prochaine, monsieur l'honorable. Merci, monsieur Joseph. Merci à vous. Merci. Voilà. Il y a plusieurs moyens de pouvoir atteindre le résultat, mais ce moyen passe par un canal, un seul, que l'on appelle